Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 23 000 avant notre ère, l'homme se donne un visage de femme, écrit par François Bon et lu par Marie-Sophie Ferdan. La plus ancienne représentation conservée au monde d'un visage humain sculpté est vieille de 25 000 ans. Les traits de la dame de Brassempouy nous paraissent à présent comme destinés de toute éternité à incarner la préhistoire. Mais cela a-t-il toujours été si évident ? Retour sur les tribulations d'une icône, de l'Atlantique à l'Oural. Nous, les humains, avons besoin d'icônes. Et pour pouvoir penser la préhistoire, nous avons eu besoin de lui donner un visage. En fait, plusieurs visages viennent à l'esprit lorsqu'on songe à cette période. Certains franchement grimaçants, tels le crâne édenté du vieillard de Cro-Magnon, d'autres beaucoup plus paisibles et rassurants. C'est justement l'un de ces visages sereins, parmi les plus célèbres et en tout cas parmi les plus beaux, dont il est question ici. Elle est pourtant minuscule, cette petite tête, d'à peine plus de 3 centimètres, sculptée dans un bel ivoire de mammouth, au reflet doux, toute fragile en apparence, avec cette grande balafre de dessiccation qui lui traverse la joue. Énigmatique. Ce qu'elle exprime est laissé à notre entière imagination. Ses yeux ne sont ni ouverts ni fermés, on ne peut que deviner son regard sous ses arcades sourcilières, pas plus que sa bouche, non plus tracée, n'exprime quoi que ce soit, tandis que ses oreilles sont simplement dissimulées sous sa coiffe. En résumé, tous ses sens sont en repos, et elle est comme tournée en elle-même. Et pourtant, plus on lui retire d'expression, et plus elle paraît gagner en signification, plus le message qu'elle délivre, seulement porté par sa grâce, paraît profond et universel. Voilà certainement pourquoi cette petite dame à la capuche de Brassempouy est si souvent placée en frontispice des ouvrages de préhistoire du monde entier, comme si son charme ineffable était le meilleur ambassadeur d'une période inracontable, et pourtant fondatrice. Il n'y a pas très longtemps qu'elle est entrée dans notre imaginaire, car il n'y a pas très longtemps que la préhistoire à laquelle elle appartient a été inventée. Première étape, franchie non sans mal, admettre l'ancienneté de l'homme bien au-delà des traces écrites lui ayant jusqu'alors servi de seul journal de bord. Voilà qui est fait vers 1860. Seconde étape, se contredire bruyamment sur la nature et l'évolution de cet homme préhistorique, ce qui occupera les préhistoriens jusqu'au début du XXe siècle. Simultanément, tenter d'écrire cette histoire sans texte, relater l'évolution non seulement de l'homme, mais de ses sociétés. Et c'est à cela que s'est attelé Édouard Piette, 1827-1906. Préhistorien de la seconde génération, il poursuit l'œuvre de Boucher de Perthes et de Lartet en tentant de puiser dans les cavernes méridionales les archives du sol susceptibles de bâtir cette nouvelle science. Le voici par exemple en 1873 dans la vallée de la Neste à Lortais, puis au Mas d'Asile en Ariège à partir de 1887, comme enfin à Brassempouy quelques années plus tard. Situées au cœur de la Chalosse, les grottes de Brassempouy sont certes déjà connues depuis quelques années lorsqu'il installe son chantier, mais il allait appartenir à Piette de leur donner leur pleine renommée. Une célébrité que l'on pourrait croire due à l'authentique qualité scientifique des recherches qu'il y entreprend, mais qui réside en fait, et pour beaucoup, dans cet objet, dont la notoriété finit par surclasser tout, et même son propre contexte de découverte. Pourtant, lorsqu'il le sort de terre en cet été 1894, que l'on imagine chaud et orageux comme le sont les étés landais, Piette hésite, s'interroge. Trop beau, trop proche. Ce visage ne répond pas aux idées reçues que l'on a alors sur les artisans de cette période sauvage, sur ces chasseurs-cueilleurs errants, et il a peur d'être face à un canular. Mais, sitôt publiée, la dame de Brassempouy, du haut de ses quelques centimètres d'ivoire,
devient rapidement l'un des objets les plus emblématiques pour penser et se représenter cette période et son humanité. Cependant, si cet objet est depuis longtemps une représentation de la préhistoire qui nous parle, est-il vraiment représentatif de la culture de celui ou de celle qui le fit sortir de l'ivoire entre ses doigts, il y a quelques 25 000 ans, d'après les connaissances dont nous disposons désormais à son sujet? Oui et non. Et voilà bien l'un des paradoxes de ce petit visage sculpté. Au moment où Piet le recueille, il ne sait pas encore qu'il vient de mettre la main sur l'un des premiers exemples d'un thème emblématique de l'art du paléolithique supérieur européen, celui de la représentation de la femme. On connaît cet art pour être avant tout animalier, et c'est vrai. Mais la représentation féminine, non de la femme comme être social, mais de la féminité comme valeur symbolique, n'en est pas moins centrale. Elle se décline de bien des façons, et notamment dans la statuaire de figurines en divers matériaux, ivoire, pierre et même terre cuite, dont les artisans du grafftien, tradition culturelle attestée à travers toute l'Europe entre 29 000 et 22 000, sont justement passés maîtres, propageant ce thème et ses déclinaisons à l'échelle de tout le continent européen, depuis les rives de l'Atlantique jusqu'au bord du Don. On peut même aller jusqu'à dire que ce thème est l'un des ferments les plus palpables de l'unité culturelle des populations de cette période, et qu'avec lui, pour la première fois, les archéologues dressent les contours d'une tradition, non sur la base de savoir-faire technique, telle ou telle façon de tailler la pierre, mais en fonction de ce qui apparaît à l'évidence comme une idéologie partagée. Ce faisant, ces hommes du Paléolithique inventent les premières icônes et marquent en cela un véritable tournant dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, la dame de Brassempouy n'en demeure pas moins un objet exceptionnel et même excentrique dans ce contexte. Si l'on connaît plusieurs dizaines de représentations féminines, elle seule ou presque nous livre un visage. Dans l'immense majorité des cas, en effet, l'attention de l'artiste s'est focalisée sur ce que l'on désigne pudiquement comme les attributs de la féminité. Sein, sexe, ventre, hanche, tout en rondeur ou béance, en profusion et plénitude, minimisant, voire supprimant tout à fait la tête. Lorsqu'elle est cependant représentée, la voici alors souvent coiffée, montrant comme à Brassempouy le soin donné à la parure de tête, cheveux tressés ou véritable coiffe, on ne sait, qui reste d'ailleurs bien souvent la seule partie du corps qui soit ainsi ornée, codifiée par un artifice. Mais des traits du visage, jamais il n'est question. Notre objet est donc davantage encore qu'exceptionnel, c'est un renversement des valeurs communes. Un visage sans corps, alors que la plupart des autres représentations ne sont que cela. Est-ce la raison pour laquelle elle a été abandonnée parmi d'autres rejets de fabrication? Impossible de le savoir. Mais en effet, ce merveilleux objet gisait dans l'entrée de la grotte du Pape de Brassempouy, parmi d'autres figurines, entières et incomplètes, de formes d'ailleurs assez diverses, et pour certaines peut-être seulement ébauchées, toutes réduites à des silhouettes de corps, voluptueux, graciles, mais toujours sans visage, au milieu de fragments de défense et de copeaux d'ivoire. Sans doute s'agit-il d'un atelier de fabrication. Et peut-être cette pièce est-elle à proprement parler un essai, ou tout du moins une représentation très libre à l'égard des normes, nullement destinée en tous les cas à propager et perpétuer un canon de l'époque. Bref, si la dame de Brassempouy participe d'un thème déterminant dans l'iconographie paléolithique, celui de la figurine féminine, elle demeure une icône légèrement subversive dans sa propre culture. Un caprice de préhistorique devenu un emblème de préhistorien? Peut-être, mais surtout une belle leçon pour tout le monde à la fois. La grâce de ses traits balaye calmement tous les a priori possibles sur la rusticité présumée de ces hommes et femmes des cavernes, lesquels, à 25 000 ans de là, émergent sous nos yeux depuis l'ombre chinoise de leur culture. Bref, un objet parfait, à peine décalé des propres valeurs de sa culture, pour mieux en incarner d'autres, et qui surtout s'amuse de tous les effets de surprise.
Quoi qu'il en soit, son profil, tel celui d'une Marianne des temps paléolithiques, est désormais l'image de marque de notre musée d'archéologie nationale. Et il n'était sans doute que justice de lui réserver une place ici.